Bonjour, salutations, bienvenue, bon samedi, bienvenue à Lettres attachées, nouvel atelier qui a lieu aujourd'hui en direct de Rouyn-Noranda, de la Bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda. Merci à tous les gens qui sont avec nous ici dans la bibliothèque. Vous pouvez vous applaudir. Toujours bien de commencer par une petite main d'applaudissement discrète. Merci à toutes celles et ceux qui sont branchés via le web dans les bibliothèques qui participent à l'atelier aujourd'hui. Il y en a plus de 54 qui sont avec nous aujourd'hui, donc on vous salue. Vous allez pouvoir participer à l'atelier aujourd'hui. N'oubliez pas de fermer vos cellulaires, les gens qui sont ici avec nous, si vous en avez, les gens qui sont dans les bibliothèques aussi, comme ça va nous permettre de rester bien concentrés. Aujourd'hui, nous recevons avec grand bonheur l'autrice Jocelyne Saucier, qu'on peut applaudir aussi. C'est votre région ici, l'Abitibi. C'est donc pour ça qu'on vous rencontre, on te rencontre ici. On s'est entendu qu'on pouvait se tutoyer. C'est décidé, c'est définitif. Donc, 4e plus grande région du Québec, ici, l'Abitibi-Témiscamingue. 2/3 du territoire et de la forêt. Il y a un lac pour 7 personnes, ce qui est un très, très bon ratio, je trouve, pour les amateurs d'eau et de pêche. Ici, on est à la bibliothèque de Rouyn-Noranda, donc fête ses 75 ans cette année. Cette bibliothèque-là, ça a été fondée en 1948 par le docteur Poli, qui d'ailleurs, paraît-il, serait le fantôme qui rôde dans la bibliothèque. Quand il y a des choses qui disparaissent, quand il y a des portes qui claquent, c'est la faute, c'est-à-dire du docteur Poli et de son fantôme. C'est la même chose qu'à la Maison de la littérature de Québec où on était lors du précédent atelier. Là-bas, c'est le fantôme Wesley. Donc, on en comprend que les fantômes bibliothèques, ça ne fait qu'un. Jocelyne, c'est aussi aujourd'hui, l'atelier sera en ta compagnie. On va parler, évidemment, avant toute chose, de tes livres. La première chose qui m'a intéressé dans ton parcours, c'est cette idée que tu as toujours su que tu voulais écrire, que tu étais aussi réaliste par rapport à l'idée de pouvoir ou pas gagner ta vie en écrivant des livres, et donc que tu t'es tourné vers le journalisme. Le truc qui m'a fasciné, c'est que ça a quand même pris 2 manuscrits avant un 3e qui a été le bon premier roman. 2 questions par rapport à ça. Comment on fait pour ne pas se décourager? Puis pourquoi tu savais, coûte que tu allais devenir une autrice ou une auteure? Ça, de savoir pourquoi j'ai toujours su, je l'ai toujours su. Donc, j'ai toujours su que j'écrirais et que ce serait du roman. Mais j'ai commencé à écrire simplement à l'âge de 30 ans parce que je croyais que pour écrire du roman, il fallait avoir du vécu, tout ça. Donc, j'ai une histoire encore plus loufoque à te raconter par rapport à ça. C'est que, donc, moi, à 30 ans, j'étais prête à écrire tout ça. Donc, et j'avais une vision très romantique du métier d'écrivain. Je croyais que pour écrire, il fallait être au plus près de soi, donc loin des autres. Oh. Donc, je suis partie, moi, en Afrique. Ouais. Oui, avec ma fille, puis mon pack-sac, ma fille et ma machine à écrire, parce que ça fait déjà 40 ans de ça. Ouais. Il n'y avait pas de tablette, rien. Donc, je suis allée écrire et donc j'ai écrit là, trois chapitres d'un roman que j'ai envoyé à tous les éditeurs de ce monde et qui l'ont tous refusé. Donc, oui, donc j'ai écrit 2 romans qui ont été refusés par tous les éditeurs. En rétrospective, est-ce que c'est une bonne chose? Ben, il faut croire que, tu sais, après, tu sais, je me suis demandé, mon Dieu, oui, il fallait vraiment y croire vraiment. Mais tout ce temps-là, j'ai eu amplement le temps de me poser des questions sur cette persistance-là. Est-ce que c'était simplement de l'entêtement aveugle de ma part? Tu sais? Ouais. Et quand, bon, le premier roman a paru, puis le 2e et le 3e, qui ont eu chacun leur petit succès intime, je me posais encore la question, tu sais, là, j'écrivais parce que j'aimais écrire. Et c'est simplement quand il y a eu Il pleuvait des oiseaux, il y a eu un grand succès et il y a eu une reconnaissance publique. Moi qui croyais que je n'avais pas besoin de la reconnaissance publique, je me suis aperçue que oui, que ça réconfortait. Ouais. Parce que tout ce temps-là que j'écrivais sans être publié, que j'écrivais avec ensuite être publié avec un petit succès intime, si on peut dire ça, il y avait toujours quelque chose en moi qui avait mal. Et puis, avec le succès de Il pleuvait des oiseaux, cette chose-là a disparu.
Il y a cette idée de devenir aussi, grâce à Il pleuvait des oiseaux, après cette grande tournée de 3 ans, ce prix des 5 continents de la francophonie autour du livre, le film qui a été fait après ça en 2019, il y a cette idée aussi de devenir une autrice à temps plein, de pouvoir se consacrer 100% à l'écriture. J'ai l'impression que ça aussi, c'est une grande validation de pouvoir se dire, finalement, c'est pas un travail ou un hobby d'être autrice, c'est mon travail à temps plein, ce dont tu rêvais au bout du compte. Oui, absolument. Moi, je rêvais pas de la vie d'écrivain. Je rêvais d'écrire. Moi, mon plaisir, c'est d'écrire. C'est pas le statut. C'est pas le statut, c'est pas la vie d'écrivain. C'est vraiment écrire. Moi, je voulais écrire, mais écrire à plein temps parce que mon plaisir est là. Moi, d'ailleurs, même, je préfère écrire plutôt qu'avoir écrit. Ah oui, ce qui est rare quand même. Oui. Tu vois, la dernière fois, quand on parlait avec Michel Rabagliati, lui, c'était plus l'aboutissement du travail. L'idée d'avoir fini finalement, après 2 ans de dessin, d'écriture, d'avoir le produit entre les mains. Toi, c'est l'idée d'écrire, le geste lui-même. Oui, et d'être là-dedans. Ouais. Dans l'écriture, dans le roman qui se fait jour après jour. C'est ce que j'aime. Ouais. Il y a donc cette idée aussi de se mettre à l'écriture. Et dans ton cas, c'est un vertige complet. Parce qu'il y a des gens qui sont très structurés dans leur écriture. Il y a des gens qui vont se faire des plans, qui vont avoir une idée d'où ça commence, d'où ça s'en va, puis d'où ça finit. Pour toi, c'est autre chose. C'est en général une idée, une première phrase, puis le reste va finir par débouler. Mis à part pour, je pense, à Train perdu, qui est une démarche autrement, mais si on parle en général, c'est comme ça que tu travailles. Explique-moi un peu cette façon d'aborder l'écriture. Oui. Ben, je vois ça comme une aventure, moi. Comme les lire, donc. Oui, mais c'est ça. Moi, je pars d'un petit rien, il y a un petit rien. J'aime beaucoup l'idée de Élise Turcotte qui dit qu'on peut écrire à partir d'un grain de sable. Ah ouais. Bon, mais c'est en plein ça. Un petit rien, une image, une phrase qui me laisse deviner que derrière ce petit rien, il y a un univers à explorer, à découvrir. Donc, je plonge avec ce petit rien-là, puis il y a un grand vide qui m'attend. Et ça, c'est un vertige impayable. C'est sûr qu'il y a de la peur, là, mais c'est un vertige. Donc, moi, c'est la fiction. Je plonge dans l'imaginaire. J'aime le vertige, l'imaginaire, mais j'aime écrire. J'aime le travail des mots. J'aime la phrase. Ouais. J'aime la phrase. J'aime la phrase. La phrase qui appelle l'autre, puis qui attend l'autre, qui explique l'autre, les phrases qui se parlent entre elles. J'aime la phrase. J'aime me battre avec une virgule. J'aime ça. Le combat de l'écriture. J'aime ça. C'est vraiment ça. Dans ma vie de tous les jours, dans mon métier, j'interviewe beaucoup de musiciens, beaucoup d'auteurs, compositeurs, interprètes. Et il y a une conception chez les auteurs, compositeurs, interprètes, pour la plupart, qui est cette idée d'être le vecteur de plus grand que soi dans l'écriture et dans la composition. Puis là, tu me parles de cette idée de vertige ou de commencer avec rien puis de finir avec tout. Est-ce que tu as l'impression aussi d'être le vecteur, des fois, de quelque chose, ou en tout cas qui existe déjà puis que tu as juste à attraper pour l'encapsuler dans un livre? Ou est-ce que c'est vraiment cette idée de créer phrase après phrase de façon spontanée? Non, j'écris vraiment phrase après phrase, puis ça s'amplifie, ça grossit. Et parfois, il faut que je prenne des notes, là, parce que donc mon imaginaire va plus vite que l'écriture. Ouais. Donc, il faut que je prenne des notes. Là. Oublie pas le chien. Là. Oublie pas le chien. Ouais. Oublie pas le chien, ça c'est très important. Quand on lit Il pleuvait des oiseaux, qui a été ton plus grand succès à ce jour, qui a marqué l'imaginaire, je l'ai relu la fin de semaine dernière, puis c'est drôle, en regardant puis en écoutant des trucs aussi par rapport à ce livre-là au cours de la semaine, le mot qui revenait beaucoup, c'est l'idée de la liberté. Parce qu'on va beaucoup associer, j'ai l'impression, dans un premier temps, Jocelyne Saucier à ce territoire, du nord de l'Ontario, de l'Abitibi, mais j'ai l'impression que ce qui fait que ça résonne, ton écriture chez les gens, c'est vraiment ton approche de la liberté. La liberté de vivre, la liberté de choisir sa vie, sa mort, son entourage. Pourquoi tu penses que les gens se reconnaissent autant dans cette valeur-là quand ils lisent du Jocelyne Saucier? Oui, je crois qu'on a besoin de liberté, puis qu'on a chacun besoin d'un espace de liberté. Et puis, comme Il pleuvait les oiseaux particulièrement, là, mais je crois que les gens
ensuite, peut-être, bon, ils n'iront pas en forêt, il ne faudrait pas que la forêt soit peuplée d'ermites, là, mais ils vont chercher leur espace, aménager leur espace de liberté quelque part dans leur vie. On peut pas, moi, je ne suis pas libre non plus, là, on n'est pas libre, là, il y a plein de choses là, qui nous rattachent à ci et à ça, mais il faut se dégager un espace de liberté en quelque part. Oui. Ouais. Ici, bon, on est à Rouyn-Noranda. Il y a des gens qui nous regardent en ce moment, qui nous écoutent, qui sont partout au Québec. Mais ce livre-là a énormément voyagé. J'ai l'impression qu'il y a une valeur universelle aussi dans l'idée de la liberté. Quand tu te promènes puis que tu parles de ce livre-là, Il pleuvait des oiseaux, comment est-ce que les gens ailleurs dans le monde réagissent? Ah, ça c'est intéressant. Ça c'est vraiment intéressant parce que, bon, ben, j'ai beaucoup voyagé là, parmi ça, mais c'est vrai que le thème de la liberté est surtout venu à peu près partout. On m'a questionné sur la liberté. Je me souviens, surtout au Sénégal, ça m'a impressionné parce que je pensais qu'il allait m'interroger sur ce grand et froid pays qu'est le Canada. Pas du tout. Pas du tout. C'était la liberté. Et puis, bon, ils avaient des questions philosophiques par rapport à la liberté. On voit les gens qui, en Roumanie, c'était très différent. La liberté, c'est très différent. Là. Ils sortaient de Ceausescu. Là. Donc, mais c'est toujours revenu sur la liberté, tout le temps, mais dans des contextes différents. Parce qu'ils ont des vécus différents, là. Et puis, les personnages. Ça, donc, c'est sûr que dans Les pleuvait des oiseaux, mais aussi dans les personnages. C'est eux qui font c'est intéressant de voir les questions qu'on peut me faire sur les personnages. Comme la première question qui m'est venue sur Marie des Neiges m'est venue en France. Avant, on ne me questionnait pas. Et ça m'a vraiment impressionnée parce que j'en avais fait beaucoup de rencontres ici, là. Elle m'est venue, puis là, j'ai été obligée de sortir toute l'histoire de Marie des Neiges, qui est liée à une de mes tantes. Ouais. Il y a cette idée aussi, puis je t'ai entendu en parler aussi dans d'autres entrevues, mais cette idée du bonheur, en fait. Qui revient beaucoup chez les personnages. Puis c'est vrai que quand on lit Il pleuvait des oiseaux, puisque là, c'est ma lecture de toi la plus récente, en y repensant, je me disais, c'est vrai que ces personnages-là, ils se choisissent, ils choisissent la liberté, ils choisissent leur façon de vivre, ils choisissent leur façon de mourir, mais la notion de bonheur n'est pas nécessairement au cœur de leur démarche. Il y a cette idée de survie et de choix. Et toi, je sais que ce dictat du bonheur-là, dans la vie en général, c'est quelque chose que tu remets en question. Parle-moi de la façon dont ça percole jusque dans ton écriture. Ben, c'est vrai que je me questionne beaucoup. Bon, est-ce que le but d'une vie, c'est d'être heureux? Et si on n'a pas été heureux, est-ce qu'on a raté notre vie? Grosse question. Terrible. Il y a des gens qui ne peuvent pas être heureux. Est-ce qu'ils ont raté leur vie? L'obligation du bonheur. Je trouve que c'est encore plus marqué dans nos sociétés nord-américaines. Il me semble qu'on a l'obligation de vivre avec le sourire aux lèvres partout. American Dream, là, American Smile. Je trouve que cette obligation du bonheur-là nous rend malheureux. Parce qu'à chercher le bonheur continuellement, on se demande est-ce qu'on est heureux ou qu'on est malheureux. Puis là, on va toujours dire ben non, je suis malheureuse, je suis pas heureuse. Ouais. C'est le cercle vicieux, en fait. Ouais, c'est ça. La quête du bonheur qui crée de l'anxiété. Ouais. Puis on demande aux autres, on demande à notre environnement d'être heureux. Parce que s'ils sont malheureux, ben, ils nous questionnent trop. Donc, ouais. Oui, ça m'interroge beaucoup, cette obligation-là d'être heureux, puis d'afficher le bonheur, surtout. D'afficher le bonheur. Tantôt, tu nous as dit, moi, ce que j'aime, c'est l'acte d'écrire. Est-ce que c'est une chose qui t'apporte du bonheur? Oui. De quelle façon? C'est...
Écoute, je vais le dire parce que, tu sais, après, j'ai écrit À train perdu, puis ensuite, j'ai écrit une petite nouvelle. Et puis ensuite, bon, ben, il arrive toutes sortes de choses dans la vie, là. C'est pas parce qu'on écrit du roman que la vie nous laisse tranquille, là. J'ai eu plein de petites choses dernièrement plusieurs grosses choses, mais qui m'ont occupée. Et puis, j'étais à sec. J'étais malheureuse. Ouais, je me suis posé la question, est-ce que c'est fini? Est-ce que je n'ai plus de fiction à moi? Parce que moi, j'écris de la fiction. Là. Je ne suis pas portée à écrire sur moi-même. En tout cas, c'est sûr que j'écris à partir de moi-même, mais je n'écris pas au jeu. Mon jeu... C'est pas de l'autofiction. Non. Mon jeu est fictif, moi. Et puis, je me suis forcée à aller à mon ordinateur pour écrire tous les jours. Ça ne marchait pas. Mais même quand ça ne marchait pas, j'étais bien, là. J'étais bien, là. Et pendant il y a eu les problèmes de santé de mon mari, tout ça, je me suis forcée à écrire des petites choses. J'étais bien là-dedans. C'est comme ma bulle. Je suis bien là-dedans. Ouais. Je suis bien là-dedans parce qu'on crée de la vie. Moi, je le sens là, au bout des doigts. Là. J'écris sur un écran. Écrire manuscrit, c'est très difficile pour moi là, maintenant. Mais j'écris, là, on crée de la vie. Ouais. Ce que j'écris n'existait pas avant. Exact. C'est un acte concret. Oui. C'est ça. C'est générer une vie à l'intérieur ou à l'extérieur, dépendamment de la vie qu'on mène. Ouais. Tu disais tantôt, bon, il y a des moments où, à cause de la vie, ça devient un petit peu plus difficile de créer. On se demande si le réservoir de fiction est peut-être vide. Comment on fait dans ce temps-là pour repartir le moteur, remplir le réservoir de nouvelles idées? C'est pas les nouvelles idées, là. C'est que ça se rend pas. Ça se rend pas. Il y en a des idées. Il y en a, mais ça se rend pas. Ça se rend pas. Tu sais, je les sens pas à travers mes doigts puis les touches du clavier, là. Non, ça se rend pas. Ouais. Ça, c'est assez pénible. T'es là, là. T'es là, puis il se passe rien. Tu te donnes des petites claques tes mains. Mais c'est ça, il se passe rien. Ah ouais. Parce que quand tu écris, il se passe quelque chose. Ah ouais. Il se passe quelque chose. On le sent. Quand on voit sur l'écran, parce que maintenant c'est sur écran, là, mais quand on voit sur écran qu'on a créé un moment de vie, là, ouais, on le sait. Là, je vais poser encore deux questions à Jocelyne. Si vous avez des questions, pensez-y, notez-les. Je vais prendre vos questions dans quelques instants. Dans les bibliothèques aussi qui nous écoutent et qui nous regardent un peu partout au Québec, vous pouvez écrire dans le chat les questions grâce à la personne qui est avec vous. Jeanne va nous les relayer. On va pouvoir les poser à Jocelyne Saucier. Question que je me suis posée récemment, que je pourrais poser à n'importe quel écrivain ou écrivaine, mais bon, c'est toi qui es en face de moi, je vais te la poser. Est-ce qu'on peut être une grande écrivaine sans être une grande lectrice? Ouf, je crois pas. Non, il faut... On vient pas de rien, là. On vient pas de rien. Il y a, depuis des siècles, il y a des gens qui écrivent, qui ont créé des univers. Pour écrire, il faut écrire, mais il faut lire aussi, il faut se nourrir. C'est de la nourriture, la lecture. Puis, bon, on me pose la question, pendant que tu écris, est-ce que tu lis? Ben oui, parce qu'autrement, j'écris tout le temps, donc je lirai jamais. Et puis, même que, bon, je lis en même temps que j'écris, là, mais je fais pas les deux choses en même temps, là, mais... En parallèle. En parallèle. Mais ma lecture nourrit le manuscrit en cours. Parce que la lecture, c'est une conversation intérieure qu'on a avec un autre écrivain. Complètement. Donc, parfois, je trouve, en interrogeant, en conversant, en lisant l'écrivain, en conversant avec lui, en voyant comment il fait, je trouve des fois, même pas parce qu'il écrit, mais je me pose, ouais. Donc, je trouve des fois d'autres chemins de traverse ou d'autres allées, ouais. Donc, ça nourrit aussi mon écriture en cours. Ma dernière question.
Une autre question philosophique, la finale, avant les questions des gens qui sont avec nous, les gens dans les bibliothèques. Est-ce qu'on peut être un écrivain ou une écrivaine si on n'est pas lu? Si on n'est pas... Ça dépend. Bon, on est dans la prose. On n'est pas dans la poésie, parce que la poésie, on peut écrire la poésie puis juste pour soi. La prose, le roman est destiné à être lu. S'il n'est pas lu, il manque quelque chose. Il manque le lecteur à la fin, c'est sûr. Bon, moi, j'ai écrit 2 romans qui n'ont pas été lus et qui n'existent pas. Ils existent simplement encore sur papier, mais ils n'ont pas été lus. Ils n'ont pas d'existence encore. Et donc, c'est une relation, le roman. Ouais. Une conversation entre le lecteur, l'écrivain et l'écrivain. Ouais. C'est Hemingway qui disait un livre qui n'est pas lu est un lion mort. C'est triste, mais c'est vrai. Oui, mais c'est le lecteur qui donne une autre vie au roman. Moi, il a vécu dans ma tête, je l'ai transposé par écrit, et lui, il va le lire et il va le transposer. Parce que lui, avec les mots, les phrases, il va reconstruire les odeurs, les humeurs, et c'est lui qui va construire les personnages. Il va se refaire un autre. Le roman qu'il a lu n'est pas nécessairement le livre que j'ai lu. Moi, il y a des gens, je l'ai déjà dit, là, mais je rencontre des gens qui me disent, bon, je suis en train de lire votre livre. J'ai dit, ah oui, vous êtes rendu où? Ça, j'aime ça. Ouais. Et des fois, ils me parlent du roman, et j'ai l'impression que le roman qu'ils ont lu est meilleur que celui que j'ai écrit. Et vrai, ça c'est vrai, là. Vaut mieux ça que l'inverse. Oui. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont des questions? Ben, on va commencer. Jeanne, tu as 2 questions dans les bibliothèques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main, puis on va venir vous voir avec un petit micro. Jeanne? Oui, alors la première question d'une bibliothèque participante, as-tu toujours des idées? As-tu toujours des idées, Jocelyne Saucier? J'ai toujours des idées, et j'ai pas besoin d'avoir, toujours des idées extraordinaires, parce que moi, ça me prend 4-5 ans à écrire un roman. Donc, l'idée de roman, bon, elle naît d'un petit rien, comme j'ai expliqué, mais les idées, c'est pour le roman en cours. Donc, comment ça va se dérouler, tout ça. Donc, oui, ça vient, et étonnamment, ça vient dans le mouvement. Moi, je marche, je vais prendre des marches, et bien souvent, sans penser à mon roman, l'idée vient, même en conduisant. Ça, moi, en conduisant ma voiture, bien souvent, il y a des idées qui me viennent sans que je les ai appelées. On pourrait raconter l'anecdote quand même d'A Train perdu, d'où c'est parti cette idée dans le train. Non, ça, je trouve ça intéressant. Oui, bien c'est ça. J'écrivais Il pleuvait les oiseaux, je m'en allais à Toronto faire du repérage. Et puis, dans le train Cochrane-Toronto, c'est très long, 9 heures, 10 heures, il arrête souvent, tout ça. Et puis, dans le siège qui était transversal, je vois une vieille dame très petite, très âgée, qui n'a pas bougé, qui n'a pas parlé à personne pendant les 9 heures, les 11 heures de train, même pendant que le train s'est arrêté pendant 2 heures. Et je la regardais, puis je me disais, mais pourquoi elle ne bouge pas? Pourquoi elle est immobile? Pourquoi elle n'a parlé à personne? Est-ce qu'elle fuit quelque chose? Est-ce qu'elle fuit quelqu'un? Où est-ce qu'elle va? Est-ce qu'elle sait où elle s'en va? Donc, c'est à partir de cette petite dame-là que j'ai croisée, que j'ai vue, on ne s'est pas parlé, que j'ai vue dans ce train-là, qu'est née Gladys du roman À Train perdu. Et cette personne-là que j'ai rencontrée, là, que j'ai croisée, si je la revoyais, je ne la reconnaîtrais pas, là, parce que, de toute façon, elle est mon personnage de roman qui est né d'elle, elle est costaude, elle est forte, alors qu'elle était toute petite, ça, je me souviens. Mais ça, c'est un cadeau. Bien souvent, c'est un cadeau de la vie, pour commencer un roman. La bougie d'allumage. On a une autre question. Oui, une autre question de Grande-Rivière en Gaspésie. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir l'idée du début de la fin d'un roman et de ne pas savoir quoi écrire entre les deux? Ah oui.
Donc, l'idée du début, l'idée de la fin, mais pas savoir ce qui va se passer au début. Je pense que c'est tout le temps ça. Oui, absolument, absolument. Tu sais, je veux dire, moi, je plonge dans un roman, je ne sais pas trop ce qui va m'arriver, là. Et donc, oui, je suis toujours comme... Je nage tout le temps. Je nage tout le temps. Je suis toujours à la poursuite d'une idée, mais ça vient. Il faut avoir confiance. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ici? Des questions ici? Il y a Caroline qui s'en vient. Oui. Est-ce que quand vous développez l'idée d'un personnage, parfois ça dépasse ce que vous en écrivez? Tu sais, je pense à Jeanne sur la route, je pense à Marie des Neiges, je pense à des personnages qui sont plus développés, là, à ceux qui sont plus développés. Donc, d'en connaître plus sur le personnage que ce qui en est dit dans le roman, pour elle comme autrice. Oui. Ah ouais, ça, c'est sûr que c'est des belles découvertes, ça. C'est comme, bon, Jeanne sur les routes, oui. Bon, il y a le personnage de Jeanne Corbin, mais elle a vraiment existé, mais ce qui m'intéressait, c'était de développer les autres personnages. Le personnage du père qui devient, bon, un amour impossible, qui aime les amours impossibles. D'ailleurs, il y a plusieurs des amours impossibles dans mes romans. Mais oui, et c'est un autre des grands plaisirs de l'écriture, ça, c'est d'aller de découverte en découverte, oui. On avait une autre question ici. Ouais. Ben, c'est peut-être pas une question, mais j'ai toujours eu l'impression, dans tes 3 livres que j'ai lus, qu'il y avait toujours un fondement d'histoire réelle qui est probablement romancé, mais les personnages, Jeanne a existé, les personnages, j'imagine, des jumelles Paulson ont peut-être existé. Est-ce que je suis dans l'erreur? Oui, bien, je pars toujours du réel, bien souvent, là. Mais, disons, si on prend, par exemple, Il pleuvait des oiseaux, bon, l'élément historique qui est réel, ce sont les grands feux. Mais quand j'ai commencé Il pleuvait des oiseaux, je ne savais pas que les grands feux allaient prendre autant d'importance. C'est que je me suis posé la question. Bon, il y a trois ermites, 3 personnages principaux. Charlie, qui est un amoureux de la forêt, c'est pour ça qu'il devient ermite. Il y a Tom, qui lui, c'est un amoureux de la bouteille. Donc, il quitte la forêt, il s'en va dans la forêt pour se sauver d'une travailleuse sociale. Et puis, il y a Ted, qui lui se sauve de sa vie. Parce qu'il a trop souffert dans sa vie, il est incapable de vivre. Puis je me posais la question, mais qu'est-ce qui fait qu'il est incapable de vivre? Qu'est-ce qui l'a fait souffrir? D'où il vient? Et c'est comme ça que je me suis dit, c'est un survivant du grand feu. Il a amassé en lui toute la douleur des grands feux. Et il est devenu incapable de vivre à cause de ça. Et c'est comme ça que les grands feux sont apparus dans le livre et puis qui ont formé la toile de fond. Et c'est comme ça a été ma surprise, là. C'est en m'interrogeant sur le personnage, c'est comme bien souvent, c'est comme ça, en s'interrogeant que naît la fiction. Ouais. C'est elle qui était le déclencheur. Oui, l'histoire absolument. Existe réellement du train école. Le train école, oui, existe. Oui, ça a vraiment existé, ça. On a une autre question ici, puis après ça, Jeanne, on va en prendre quelques-unes des bibliothèques. Quand vous avez écrit votre premier livre, là, est-ce que, avant de le présenter à un éditeur, est-ce que vous avez senti le besoin de le faire lire par d'autres personnes? Je le fais lire après l'avoir écrit, oui. Oui, pour savoir si ça se tient, si ça marche, tout ça, là, oui, si c'est bon, si c'est pas bon, en tout cas. Oui, c'est sûr. Mais pendant l'écriture, jamais. Sauf une fois, là, pour Les Héritiers de la mine, que là, je les fais lire de chapitre en chapitre, mais habituellement, je n'en parle pas, même pas à mon conjoint. Je garde ça en dedans de moi. Pas pour être mystérieuse, mais parce que j'aurais peur, si je le raconte avant de l'écrire ou pendant que je l'écris, j'aurais peur, je le résumerais, c'est sûr, j'aurais peur de ne plus y croire moi-même. Ça ferait éclater la bulle. Ouais.
Oui, alors il y a plusieurs questions de nos bibliothèques. Quelle est votre discipline pour écrire, si vous en avez une, tous les jours? Si oui, il y a un nombre de lignes ou de mots à atteindre quotidiennement? Ça vient de la bibliothèque Gabrielle Bernard Dubé de Carlton. Voilà. Moi, j'ai une amie qui dit, toi, t'écris comme si tu devais puncher, comme si tu travaillais à l'usine. Dans le sens que, bon, j'ai écrit, bon, pendant toutes les années d'écriture, comme bien les écrivains, je travaillais ou, bon, je faisais des contrats, je m'occupais de mes enfants, tout ça. Donc, j'écrivais quand j'avais pas de contrat et j'écrivais quand les enfants étaient à l'école. Donc, j'écrivais de septembre à juin, du lundi au vendredi, de 9h à 4h. Et j'ai toujours gardé cette discipline-là. Et quand le mois d'août arrive, là, je suis tannée. J'ai hâte que l'automne arrive. Pour recommencer. Une autre question, Jean? Oui, beaucoup d'autres. Mais je vais commencer par une. Est-ce que parfois vous identifiez vos personnages, même si ces personnages sont fictifs? Donc, une question de Saint-Anne-des-Monts. Oui, c'est sûr que, bon, les personnages, il y en a qui me viennent de ma vie ou de personnes que j'ai croisées. Bien souvent, je m'en aperçois pendant que je l'écris. Bien souvent aussi, c'est après. Ou bien souvent aussi, c'est des gens parmi mes amis, mes proches, qui me disent « Ah, ce personnage-là, ça vient... Ah, ben oui, dis-moi donc. » Donc, ouais, c'est inconscient, mais ouais. Une dernière. Maintenant que votre talent est reconnu, pourquoi ne pas éditer ses premiers romans? Les deux premiers qui n'ont pas été publiés. Non. Ça sera pas possible. Je remercie tous les éditeurs qui l'ont refusé. C'est à ça que ça sert, un éditeur ou une éditrice, je pense. Voilà. Mesdames et messieurs, Jocelyne Saucier. Merci.